Alors bonjour à toutes et à tous. Je voudrais remercier tout d'abord le CISO pour m'avoir invité au lancement de sa campagne contre le travail forcé, qui me semble être un thème absolument crucial à l'ère de la flexibilisation et de la précarisation du travail. D'emblée, je voudrais rappeler que ça n'est pas un hasard si on met en relation le travail forcé et la figure du travailleur migrant, de la travailleuse migrante, car on observe à l'échelle mondiale un lien statistique évident entre les deux. Selon les chiffres de l'OIT, sur les 21 millions de personnes prises dans des régimes de travail forcé, 44% sont des migrants internes ou transnationaux. Il y a donc un lien systémique entre la vulnérabilité de la main-d'œuvre migrante et le risque élevé de tomber dans des régimes d'exploitation au travail. Évidemment, l'existence de ces régimes de travail forcé, ou de ce que j'appelle plutôt travail contraint, pour ce qui concerne les programmes canadiens et québécois de travailleurs étrangers temporaires, pose des défis gigantesques pour la défense et l'organisation des personnes qui en sont victimes. C'est d'ailleurs à propos des défis de la défense des travailleuses et travailleurs migrants qu'on m'a proposé d'articuler ma présentation d'aujourd'hui. Et plus spécifiquement, on m'a demandé de partager ma perspective sur les liens de collaboration qui existent entre les organisations de défense des droits et certaines organisations syndicales concernant la défense de la main-d'œuvre migrante, et cela au titre de mon expérience au CTI, le Centre des travailleuses et travailleurs immigrants. Je précise, pour rappeler un petit peu d'où je parle, où je me situe. En 2013, je suis devenu activiste au CTI, justement, alors que j'y faisais ma recherche doctorale, et que depuis que j'habite au Guatemala, depuis 2014, je tente de développer des actions de défense des travailleuses et travailleurs migrants guatémaltèques, le tout en lien avec des organisations locales. C'est donc en tant qu'activiste au CTI et en tant que chercheur que je vous parle aujourd'hui. Par ailleurs, je compte sur la présence parmi nous de mon camarade Mostafa Enawey, que je salue, qui est organisateur communautaire au CTI depuis de nombreuses années, et également chercheur en sciences sociales, pour compléter ou rectifier mes propos s'il le voyait nécessaire. Alors, pour parler des enjeux des collaborations que le CTI a pu mener avec des organisations syndicales, je vais tout d'abord vous présenter des éléments de contexte aboutissant à la création de l'Association des travailleuses et travailleurs migrants du Québec, ATTMQ, d'accord, qui fut créée en 2013 au sein du CTI. Ensuite, j'aborderai la nature des liens qui unissent cette association à différents syndicats et je terminerai avec quelques points de conclusion. Alors, pour les éléments de contexte, je voudrais rappeler premièrement que la réflexion sur le rôle des syndicats dans l'organisation des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires rejoint des constats qu'on établit déjà dans la littérature sur les difficultés rencontrées par les syndicats pour organiser la main-d'œuvre atypique et précaire en général. De ce point de vue, il est déjà bien documenté que le modèle syndical traditionnel, construit autour d'une classe ouvrière homogène, à l'ère de la société dite salariale, ce modèle syndical, premièrement, est largement inopérant pour rejoindre et organiser une main-d'œuvre atypique, qui est fragmentée, qui est segmentée. Et deuxièmement, ce modèle syndical est peu préparé pour comprendre les nouvelles aspirations des personnes à la marge, lesquelles sont souvent affectées de manière multiple par des rapports sociaux de domination. Dans ce contexte, pour la majeure partie des syndicats, la main-d'œuvre migrante constitue un angle mort. Ça nous renseigne sur la difficulté des syndicats, justement, pour comprendre et intégrer les rapports de domination, de race, de genre, au-delà des rapports de travail. Alors certes, on note que les grandes syndicales québécoises ont progressivement décidé d'agir pour rejoindre des groupes de main-d'œuvre précaires. On peut penser à la campagne de syndicalisation chez Walmart, auprès de travailleurs étudiants et d'autres. Mais généralement, les efforts qui concernent les travailleuses et travailleurs migrants restent minoritaires, plutôt isolés et avec des résultats très mitigés. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier les efforts considérables
déployé par le syndicat des travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce, les TUAC, et de l'Alliance des travailleurs agricoles, ATA, qui ont tenté de rejoindre et de syndiquer de nombreux travailleurs étrangers temporaires venus sous le programme des travailleurs agricoles saisonniers, en majorité des Mexicains, et venus également sous le programme des travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés, en majorité des Guatémaltèques. Alors, ces syndicats ont renoué avec des pratiques de mobilisation communautaire, allant sur le terrain, créant des centres d'appui mobiles dans un premier temps et fixes, notamment à Saint-Rémy, à Saint-Eustache par exemple. Ils ont mené aussi une lutte juridique et légale de plusieurs années pour que soit reconnu le droit à la syndicalisation pour la main-d'œuvre agricole. C'est à ma connaissance le seul exemple de campagne de syndicalisation qui, bien qu'elle fût dirigée vers un secteur spécifique, le secteur agricole, a abouti concrètement à rejoindre une majorité de travailleurs migrants, en adaptant les outils, les moyens de l'organisation à leurs conditions particulières et aussi à leurs aspirations, qui ne sont pas les mêmes que celles de la main-d'œuvre québécoise en général. Alors, dans un autre point, dans ce contexte, on compte davantage, mais pas beaucoup plus, d'initiatives communautaires dédiées à défendre les intérêts de la classe ouvrière migrante. La première initiative québécoise qu'on peut noter, c'est celle de l'organisation PINAI, créée par des travailleuses domestiques philippines venues sous le programme des aides familiaux résidents. Dans ce contexte, l'Association des travailleuses et travailleurs migrants du Québec, l'ATTMQ, a vu le jour en 2013 sous l'égide du CTI et s'est donné le mandat de rejoindre des travailleurs étrangers temporaires dans d'autres secteurs que ceux déjà visés, ciblés par les TUAC ou par l'organisation PINAI, sans toutefois refuser de s'intéresser au cas de travailleurs agricoles ou travailleuses domestiques rencontrés sur le terrain. Depuis ses débuts, l'ATTMQ, donc l'Association des travailleuses et travailleurs migrants du Québec, a ainsi rejoint des travailleuses et travailleurs engagés dans le cadre de programmes de travail qualifiés ou peu qualifiés, venus en provenance de tous les continents, de beaucoup de pays différents, et insérés dans une grande variété de secteurs d'emploi, comme l'aviculture, l'aérospatiale, l'agroalimentaire, la blanchisserie industrielle, le jeu vidéo, etc., etc. Or, les origines différentes de cette main-d'œuvre, l'origine culturelle, nationale, ainsi que la multiplicité des secteurs où on les rencontre, participent d'une hétérogénéité qui pose un grand défi pour son organisation. La démarche de notre association se situe donc entre la nécessité de faire face aux difficultés concrètes générées par des statuts précaires d'immigration et de travail, première chose, et d'autre part, la volonté politique de franchir les barrières liées au secteur de travail, à la distinction entre personnes qualifiées et peu qualifiées, à la racialisation de la force de travail ainsi qu'à la division sexuelle du travail. Cette volonté de dépasser les catégories administratives et symboliques qui structurent la réalité des personnes est donc visible dans la composition interne de l'association. Celle-ci ne présente qu'une distinction majeure, celle entre les membres réguliers que sont les travailleuses et travailleurs migrants, qui ont le droit de vote aux assemblées et la possibilité de choisir leurs représentants, et les membres associés, tels que les bénévoles, les organisateurs communautaires, les étudiants en stage ou les chercheurs associés. Alors, le deuxième point de ma présentation, quelle est la nature des liens entre l'association des travailleurs migrants du Québec et les syndicats? Premier point, le CTI et l'association et la TTMQ donc, ont des liens historiques avec des syndicats, dont certains membres siègent au conseil d'administration du CTI, et syndicats qui financent aussi parfois le centre de manière ponctuelle. Deuxième point, au-delà des quelques contributions financières reçues par exemple du Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN, du NIFOR, de la FTQ, entre autres, il existe aussi des collaborations ponctuelles entre les syndicats et l'association.
Notre association a ainsi reçu plusieurs signalements par des syndicats locaux concernant des travailleuses et travailleurs dans le besoin, en particulier dans les petites villes et les régions rurales où il existe peu de ressources communautaires pour venir en aide aux migrants. Plusieurs syndicats qui n'étaient pas en mesure d'apporter un soutien immédiat à des travailleurs les ont référés à l'ATTMQ. Réciproquement, l'association informe systématiquement les personnes migrantes sur les ressources syndicales existantes dans leur secteur de travail et a orienté de nombreuses fois des travailleurs agricoles, par exemple, vers l'équipe des TUAC. Nos membres à l'association, on doit par ailleurs souvent combattre les préjugés de nombreux travailleurs migrants qui, à partir de leurs expériences dans leur pays d'origine, associent les syndicats à la corruption et à la collusion avec les patrons. Quatrième point, notre association a parfois dû intervenir dans des situations où les relations étaient tendues entre un syndicat et ses membres travailleurs étrangers temporaires. Pour avoir été contacté soit par le syndicat, soit par les travailleurs eux-mêmes, qui se plaignaient d'être négligés, exclus ou même carrément discriminés par leurs représentants syndicaux. Dans la majorité des cas, une meilleure communication, tenant parfois seulement à une question de langue ou d'interculturalité, aura suffi pour assurer des relations apaisées. Enfin, lorsque la médiation ne suffisait pas, l'association, la TTMQ, a pu intervenir de manière plus conflictuelle auprès des syndicats afin d'appuyer et de défendre l'intérêt des travailleurs étrangers temporaires. Cinquième point, on note aussi que les relations avec certains syndicats sont parfois marquées par des tensions. Ainsi, depuis ses débuts, notre association a pu être considérée comme une initiative concurrente au travail mené par les TUAC, par exemple, par les travailleuses et travailleurs unis de l'alimentation et du commerce. Étant donné les liens de proximité entretenus par certains membres de notre association avec nombre de travailleurs agricoles venus sous le programme des travailleurs agricoles saisonniers ou le programme des travailleurs étrangers temporaires peu spécialisés. Il a dû être maintes fois clarifié auprès des représentants des TUAC sur le terrain que notre association n'avait pas pour objectif de rejoindre spécifiquement les travailleurs de secteurs qui sont déjà susceptibles de trouver un appui auprès du syndicat, mais qu'on vise justement la main-d'œuvre de secteurs non ciblés par d'autres organisations. Donc on vise à rejoindre une main-d'œuvre qui est suffisamment isolée, soit et socialement et géographiquement, pour ne pas être visible et pour ne pas être appuyée par aucune organisation. Sixième point, enfin, des collaborations à plus long terme et plus étroites ont été réalisées entre le CTI et la CSN. Mostafa pourra peut-être parler tout à l'heure de la toute première collaboration entre l'Association des travailleurs temporaires d'agences de placement et la CSN. Je mentionnerai ici avec vous la collaboration entre l'ATTMQ, notre association, et une conseillère du service de syndicalisation de la CSN, qui nous a rejoints sur un projet de mobilisation communautaire de travailleurs étrangers temporaires guatémaltèques employés dans une entreprise avicole. À l'automne 2013, pour vous expliquer un petit peu le contexte, une vingtaine de migrants guatémaltèques qui étaient engagés comme attrapeurs de poulets à Victoriaville avaient été référés par un syndicat à l'Association des travailleuses et travailleurs migrants du Québec pour demander de l'aide concernant une plainte déposée à la CNT pour heures non payées. À l'époque, on parlait encore de la CNT. L'association avait alors documenté avec les travailleurs une trentaine de pratiques de l'entreprise qui pouvaient constituer des violations graves aux normes du travail, en santé et sécurité du travail et aux libertés individuelles. Par ailleurs, on notait que 5 travailleurs avaient été accidentés au travail et se voyaient refuser leurs droits CSST. Une collaboration formelle a donc vu le jour entre l'association, le syndicat et une coordonnatrice locale qui était la seule personne de confiance des travailleurs accidentés, qu'elle aidait volontairement depuis plusieurs mois. La TTMQ
étaient en charge de piloter les actions dont l'objectif était d'organiser, premièrement, la défense des travailleurs accidentés, et deuxièmement, de relier ces cas individuels à une campagne collective pour l'application de la loi sur le lieu de travail. Pour sa part, le syndicat apportait des moyens financiers, logistiques et organisationnels. La coordonnatrice locale ne percevait pas de salaire, mais elle disposait des moyens suffisants pour mettre en œuvre l'accompagnement des travailleurs et organiser aussi les activités d'éducation populaire et de suivre aussi les démarches administratives pour la défense des cas individuels. Je vais m'arrêter là pour la description des liens qui unissent l'Association des travailleuses et travailleurs migrants du Québec avec différents syndicats. Et j'en viens maintenant à quelques éléments de conclusion que je vais vous soumettre et qui pourra peut-être lancer quelques pistes pour la discussion. Donc on a vu, à travers la description que je viens d'opérer, qu'il existe plusieurs niveaux de collaboration entre notre association et les différents syndicats. On observe que la relation avec les syndicats n'est pas toujours simple, il y a parfois des tensions, il y a parfois un sentiment de concurrence entre les organisations, mais on se rend compte aussi que le rapprochement et les collaborations, même si elles sont ponctuelles, sont absolument nécessaires, tant pour le milieu communautaire, tant pour nous en tant que groupe communautaire, que pour les organisations syndicales, si toutefois elles souhaitent atteindre cette main-d'œuvre qui leur échappe encore. Un autre point, le cas de la collaboration à moyen terme, qui vise l'organisation d'un collectif de travail à Victoriaville, donc dans le secteur avicole, montre une nécessité d'allier les forces communautaires et syndicales pour rejoindre une main-d'œuvre isolée. Il s'agit en ce sens d'un rapprochement stratégique entre deux organisations qui éprouvent des limites respectives pour rejoindre et défendre une main-d'œuvre précaire. Cependant, il y a des limites à cette collaboration. On constate qu'elle reste superficielle, justement, du point de vue institutionnel, et qu'elle produit des effets limités quant aux résultats concrets même des actions collectives, et quant à la possibilité de transformer les pratiques des syndicats en matière d'organisation collective, c'est-à-dire auprès d'une main-d'œuvre atypique et précaire qui ne correspond pas au profil des membres syndiqués habituels. En effet, cette collaboration est comme une initiative très isolée au sein du syndicat, parce qu'il implique une conseillère du service de syndicalisation qui semble particulièrement motivée et sensibilisée aux difficultés rencontrées par la main-d'œuvre immigrante. Par conséquent, cette personne dispose d'une telle liberté au sein même de son organisation que son action semble être menée de façon parallèle et sans autre effet sur la vie syndicale. Si la conseillère syndicale montre qu'elle adapte volontiers ses pratiques d'organisation collective au fonctionnement communautaire de notre association, qu'elle adapte volontiers ses pratiques à l'horizontalité des rapports entre nos membres en général et à la priorité donnée à l'autonomisation des travailleurs et à l'empowerment des travailleurs, on n'observe pas pour autant que cette nouvelle démarche donne lieu à un renouvellement des pratiques à l'échelle du syndicat. Donc je vais terminer ma présentation par poser la question suivante. Comment alors initier des transformations profondes au sein des syndicats afin que ce type d'initiative ne soit plus d'ordre superficiel, mais qu'elle corresponde vraiment à une transformation de la culture organisationnelle. Et cela, évidemment, pour atteindre une catégorie de travailleuses et travailleurs migrants qui sont encore extrêmement isolés et qui manquent encore d'être défendus pour accéder à leurs droits fondamentaux. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin d'activité et un beau lancement.